bonsoir. Merci infiniment de nous rejoindre. Dans Soir d'Info, nous recevons Mamadou Lamine Faye, économiste et expert en finance internationale, directeur du cabinet fiscal Touba Tax Solutions, basé à Montréal, au Canada. Mamadou Lamine Faye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur du livre Situation économique et sociale du Sénégal, défis identifiés et pistes de solutions. Comment doit-on s'y prendre selon vous pour éviter un défaut de paiement? La crise de la dette est quand même profonde. Oui, présentement, il faudrait savoir que le Sénégal traverse une situation financière assez catastrophique quand même. D'ailleurs, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, avait dit que le Sénégal est un pays aux marges de manœuvre financière quasi inexistante. Et on est au 4e sous-sol. Exactement, ça c'est les paroles du président de l'Assemblée nationale, je pense, qui a émis ces propos-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des pays doivent s'endetter quand même pour financer leur développement ou leurs investissements. Cependant, nous, l'erreur que nous avons commise, c'est que le Sénégal a emprunté pour dépenser beaucoup plus dans le fonctionnement que dans l'investissement, ce qui fait que l'impact sur l'économie du pays et l'économie réelle ne s'est pas fait sentir. Si on s'était endetté pour financer l'industrialisation, ça serait un financement qui serait positif. Pourquoi? Parce que ça va créer de la richesse, la valeur ajoutée. Et quand on parle de PIB ou produit intérieur brut, c'est la somme des valeurs ajoutées que crée un pays. C'est sur ça que nous pouvons estimer ou évaluer l'évolution économique d'un pays. Malheureusement, au Sénégal, nous avons fait des emprunts massifs et là, on le sent maintenant. La cause première, c'est que nous avons accumulé plusieurs déficits au cours des dernières décennies. Et ce qu'on dit en économie, c'est que si vous cumulez des déficits, c'est parce que le lendemain, vous allez devoir soit augmenter vos impôts ou bien créer un endettement. Et cet endettement est arrivé à un niveau 119% et d'autres dettes de notre PIB, ce qui fait que nous avons dépassé les standards économiques internationaux qui font qu'un endettement ne doit pas dépasser 60 à 70% du PIB et le déficit aussi ne devrait pas dépasser 3%. Figurez-vous qu'en 2024, nous étions en déficit de 11,6%. 2025, nous étions à 8% et 2026, les planifications font 5,37%. Et en 2027, les estimations seront de 3%. Quand même, si vous observez ceci, vous voyez une progression sur la décroissance. Ça veut dire que effectivement, le déficit, il y a des efforts qui ont été faits par ce nouveau gouvernement-là. Cependant, force est de constater que ces efforts, est-ce que ces efforts-là sont suffisants? C'est ça la question qu'on doit se poser présentement. Maintenant, défaut de paiement, ça fait peur aux investisseurs. Et le Sénégal, c'est un pays qui a fortement besoin de ce qu'on appelle les idées, les investissements directs étrangers. Ça voudra dire que, les bailleurs de fonds vont avoir un peu peur du Sénégal, sachant que notre dette souveraine a fait que nous avions eu des baisses de notation qui ont été répétitives. Oui. Les cabinets de notation comme Standard & Poor's, Moody's, Fitch nous ont dégradé de façon progressive les dernières années. Récemment même Bloomfield. Exactement. Bloomfield est un cabinet africain d'ailleurs qui nous a dégradé. Ce qui fait que la question doit se poser, quelle est la trajectoire ou quel est le chemin que nous devons prendre par rapport à nos finances publiques pour les assainir. Beaucoup parlent de restructuration. D'ailleurs, c'est sur toutes les lèvres présentement. Et d'ailleurs, ça, c'est une des questions d'ailleurs qui fait qu'il y a eu des mésententes entre la primature ou l'ex-primature, en l'occurrence M. Ousmane Sonko qui est le président de PASTEF et le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Faye, qui fait que le Premier ministre opte pour ne pas aller vers la restructuration et le président de la République n'écarte pas cette possibilité-là. Donc, si vous voulez, on parlait dans les conséquences. Oui, et qu'est-ce qu'une bien sûr, mais d'ailleurs, que vous êtes, faut-il le restructurer ou pas? La première question est de l'éclairer les Sénégalais sur qu'est-ce qu'une restructuration d'abord. Parce qu'on parle de restructuration, mais pour la personne lambda, est-ce que le mot est bien compris? En termes simples, surtout. En termes simples, restructuration, c'est juste une entente négociée entre les parties prenantes. L'exemple que je pourrais donner, c'est que moi, j'ai emprunté de l'argent à vous, vous m'avez prêté de l'argent. Maintenant, je suis dans une situation qui est financièrement difficile. Je peux renégocier avec vous les termes du contrat. Donc souvent, les termes du contrat, il y a ce qu'on appelle les annuités, il y a les coupons et il y a aussi la maturité. Les trois là, c'est des termes financiers. Des termes financiers. Par contre, si on vient en français plus light, ça va dire le taux d'intérêt, la durée de paiement, ainsi que les paiements mensuels ou annuels dépendamment de la fréquence des paiements. Donc cette entente-là est négocier jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Par contre, il y a eu des avantages, mais il y a des inconvénients. Les avantages sont beaucoup plus sur le court terme. À court terme, ça va donner de la liberté financière ou bien une bouffée d'oxygène ou d'air financière pour le Sénégal, dans la mesure où soit les taux d'intérêt sont réduits, soit la dette, la durée de paiement est allongée, soit
même il y a une possibilité de supprimer une partie ou d'éliminer une partie de la dette. Cependant, ça va donner un signal très négatif dans la mesure où les marchés financiers vont avoir plus peur du Sénégal en ce moment-là. Donc, ce qui veut dire qu'à court terme, ça peut donner de l'air, mais à long terme, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que, premièrement, si vous regardez l'école néoclassique, Keynes, il n'est pas d'accord avec cette option-là. Pourquoi? Parce que si vous regardez Milton Friedman, qui est un des économistes, qu'est-ce qu'il dit? Si vous faites une restructuration, vous perdez une part de votre souveraineté. Et le Sénégal, quand même, a promis aux Sénégalais, le nouveau régime actuel, une parfaite souveraineté, c'est-à-dire une marche vers la souveraineté pour le Sénégal. Ça voudra dire que nous, si nous passons vers la restructuration présentement, ça veut dire que nous nous mettons une balle dans le pied par rapport à nos ambitions souverainistes, que ce soit sur la politique, la souveraineté monétaire, qui est quand même une des ambitions qui a été promise. On reviendra là-dessus. Exactement. En même temps aussi, ça donne de sorte que il y a un rallongement qui va faire de sorte que nous serons beaucoup plus liés aux bailleurs sur le long terme. Donc, sachant que la restructuration n'est pas la solution magique non plus. Ce n'est pas une solution magique. Ça ne veut pas dire que si on fait la restructuration aujourd'hui, tout disparaît demain. La dette va continuer à exister. Mais maintenant, est-ce qu'une des termes dans les conditions, est-ce que ce ne sera pas mis sur la table nos ressources naturelles et nos richesses dont on parle beaucoup, le pétrole et le gaz, le zircon, le phosphate et autres? Ça, c'est une question qu'on va se poser. L'autre chose aussi, est-ce que le FMI, le Fonds monétaire international, dont le Sénégal courtise depuis quelques années, sans pour autant avoir des suites favorables, va décaisser les fonds qui nous demandent sans pour autant qu'on aille plus loin? Pourquoi? Parce que souvent, les FMI, ils vont conditionner leur financement sur des limitations de dépenses financières, notamment la limitation des subventions, sachant que le Sénégal subventionne beaucoup son énergie, que ce soit l'électricité, que ce soit le pétrole ou l'essence, qui est quand même une composante essentielle du panier du Sénégalais lambda. Pourquoi? Parce que, ça impacte la productivité industrielle, sachant que nous sommes un pays qui est fortement dépendant de l'extérieur. Ça veut dire que notre balance commerciale est déficitaire. On a besoin d'avoir une industrie qui est fortement compétitive pour pouvoir renverser la tendance de la balance des paiements du Sénégal, qui est un de nos points faibles. Et la balance des paiements déficitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays n'a pas assez de réserves de devises pour faire face à ses obligations. Mais d'après la fine connaissance que vous avez de l'économie et des finances, avec les chiffres que vous avez sur la marche du pays, pour vous, le moindre mal, ce serait quoi? Le moindre mal, c'est que le gouvernement actuel a tenu 2 ans sans faire la restructuration. Ça veut dire que c'est une bonne marche. Ça, quand même, c'est une prouesse et je tire chapeau au gouvernement actuel. Comment ils ont fait? Je dis que ça a été bon. Ça ne veut pas dire que tout a été rose, par contre, parce qu'il y a eu des appels répétitifs à l'épargne publique. Ça, la tentative était bien vue dans la mesure où ça inverse la tendance de la dette intérieure versus la dette extérieure. Sachant que selon les chiffres de la LFI, la loi des finances initiales du Sénégal, la dette extérieure du Sénégal est à environ 68% de notre endettement. Ce qui veut dire que les eurobonds, c'est des dettes qu'on fait sur des devises étrangères, c'est-à-dire en euros, en dollars, en yuan, en roubles russes ou dans d'autres monnaies qu'on connaît. Oui. La dette intérieure, c'est les dettes sur la zone UEMOA. Si vous contrôlez votre dette intérieure, ça veut dire que vous avez une plus grande marge de manœuvre. Sachant que nous, on a déjà un déficit de devises. On n'a pas assez de devises pour pouvoir faire face à nos obligations d'importation. On a une balance des paiements qui est déficitaire. Si on y rajoute un emprunt qui est majoritairement dominé par l'extérieur, ça veut dire que c'est un problème. Prenez le pays le plus endetté si on marche de PIB. Oui. On prendrait le Japon. Mais l'avantage du Japon, c'est que le Japon est endetté à plus de 265%, mais c'est un emprunt qui est majoritairement à plus de 88% une dette intérieure. Ça veut dire que le Japon contrôle le yen. Nous, on n'a pas une politique monétaire. Mais justement, on va arriver à ça. Vous êtes stratégique à l'ère du monde multipolaire. Devons-nous sortir du franc CFA? Ça, c'est la grande question. Et effectivement, la réponse est oui. Par contre, la première... Immédiatement Non, pas immédiatement, c'est pas possible. Il faudrait quand même... La décision de sortir d'une monnaie, c'est une marche qui prend du temps. Et il y a plusieurs préalables à prendre en considération. Combien d'années à peu près? Objectivement. Objectivement, ça dépend des politiques économiques. Ouais. L'affaire, c'est que je ne peux pas donner une estimation de temps si je ne maîtrise pas forcément la politique économique du pays. Sachez une chose, il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé avec une monnaie qu'il ne contrôle pas. Ça n'existe pas nulle part, ça ce serait un rêve. Regardez ce qui se passe avec la BCEAO. Présentement, le Premier ministre actuel, M. Al-Amin Lo, vient de la BCEAO. Et pourtant, la BCEAO, c'est une des structures qui plombe l'Afrique de l'Ouest. Prenez les pays africains qui ont été indépendants dans les années 60. Pourtant, les pays francophones sont les pays qui sont les plus en retard. Pourquoi? Une part significative de ce retard vient de la monnaie CFA. L'accès au crédit est important et essentiel pour qu'un pays puisse fonctionner. Allez aux États-Unis, vous ne verrez jamais une personne qui marche dans la rue sans pourtant avoir un emprunt, une dette, une carte de crédit quelque part. Allez en France,
tout l'immobilier est financé par la dette. Au Canada? Au Canada, pareil, exactement. Tout l'immobilier est financé par la dette. Au Sénégal, un Sénégalais lambda qui a un projet, peu importe le projet, que ça soit un projet d'investissement ou que ça soit un projet de consommation, tout ça, c'est les deux piliers de l'économie. La consommation et l'investissement. L'investissement génère de la création de richesses et la consommation va pouvoir bénéficier de cette richesse-là. Elles ne peuvent pas aller ensemble. Pourquoi? On ne contrôle pas notre politique monétaire. L'accès au crédit est un problème qui plombe l'économie sénégalaise. Donc, dans ce cas de figure, présentement, le chemin peut être long. Par contre, la souveraineté économique et la souveraineté monétaire doivent marcher ensemble et nous devons. Et là-dessus, d'ailleurs, le Premier ministre Ousmane Sonko sortant a quand même insisté là-dessus. Est-ce qu'il a eu les pleins pouvoirs, tous les moyens qu'il faut pour pouvoir aller dans ce sens-là? Ça, je ne saurais y répondre. Mais sommes-nous prêts? Cependant, est-ce que le Sénégal, avec tous les agrégats économiques que vous venez de lister, est-ce que le Sénégal est prêt pour aller vers cette souveraineté-là, assumée comme... En date d'aujourd'hui, non. Pourquoi? Parce que, allons-y à les agrégats économiques. L'emprunt à 119% du PIB. Balance commerciale déficitaire à plus de 30 et quelques %. Balance des paiements déficitaires aussi par défaut. Un emprunt majoritairement dominé par l'étranger, sans pour autant que nous ayons assez de réserves d'or pour pouvoir garantir cette monnaie-là une fois qu'elle est imprimée. Et l'autre chose aussi, nous sommes liés à l'étranger avec des partenaires internationaux. Il y a ce qu'on appelle les préalables à une monnaie. Les préalables, c'est négocier avec les bailleurs de fonds, ceux avec qui nous avons des emprunts, afin que ces gens-là puissent accepter une transition vers la nouvelle monnaie locale. Deuxièmement, avoir assez de réserves de devises pour pouvoir supporter la monnaie. Moi, dans mon livre, je disais que le Sénégal devrait se réserver minimum 6 mois à 12 mois, voire 18 mois de réserves de devises d'importation pour pouvoir soutenir sa monnaie en cas de crise. Pourquoi? Parce que quand vous avez une monnaie, vous avez deux choses. Vous avez la politique monétaire qui permet de pouvoir structurer vos exportations. Regardez ce que font les pays. Souvent, en période de crise ou en période de situation financière difficile, ils vont baisser les taux d'intérêt afin d'inviter les populations, indirectement et les entreprises, à demander de l'emprunt pour financer l'activité économique. Ça permet quoi? Ça va générer de l'inflation, mais ça va créer une activité économique de sorte à ce que la crise puisse être mitigée. Par contre, en période de situation qu'on appelle les tensions économiques, quand il y a une situation économique assez stable, qui va sur le long terme, on va augmenter progressivement les taux d'intérêt de sorte à ce qu'on limite la consommation ou l'accès au crédit. Pourquoi? Parce que ça va générer ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation est une des choses qui bloque l'économie sénégalaise présentement, et on ne peut pas combattre l'inflation si on ne maîtrise pas notre politique monétaire. Et présentement, ce qui arrive au Sénégal, c'est qu'on ne maîtrise vraiment pas notre politique monétaire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le zone qui s'appelle l'UEMOA, contrôlé ou bien partagé par 8 pays qui n'ont pas les mêmes structures économiques. La Côte d'Ivoire est différente du Sénégal, le Sénégal est différent du Mali, le Mali est différent du Niger. On a des productions qui sont complètement différentes, et pour partager une politique monétaire, ce n'est pas possible. Tout à fait. Donc ça veut dire que, oui, nous devons obligatoirement mettre en place des mécanismes pour pouvoir aller vers une monnaie, je dirais bien une politique monétaire qui est indépendante, que le Sénégal contrôle sa propre monnaie. Deuxièmement, il faudrait juste qu'on se donne les préalables, qu'on mette en place pour pouvoir, ça va être une marche minimum dans 5 ans, voire 10 ans, peu importe la durée. La durée dépendra plus sur les structures économiques que nous allons prendre ou les politiques économiques que nous allons entreprendre. Informel s'impose de tout son poids. Est-ce que ça peut être un blocage pour le développement économique du pays? Effectivement, c'est un blocage. Pourquoi? Parce que le secteur informel, sachez-vous, dites-vous une chose. Le premier perdant du secteur informel, c'est la personne qui vit dans l'informel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune protection sociale. Prenez n'importe quel travailleur du secteur informel, n'a aucune protection sociale. Sachant qu'un travailleur du secteur formel a quand même des obligations. Mais ils ont la possibilité de se faire aussi beaucoup d'argent très rapidement, sans forcément aller verser au fisc et autres. Il faut aller beaucoup plus loin que cela. Donc moi, je préfère regarder la forêt plutôt que l'arbre. C'est faire de l'argent à court terme, mais ne pas avoir une protection sociale dans le long terme. Prenez l'État sénégal va perdre présentement des milliards d'argent en recettes fiscales qui sont perdues. Le Sénégal ne parvient pas à avoir des données fiables pour pouvoir mener à bien une politique économique qui est solide. Donc ça, c'est des aléas d'une économie qui est fortement informelle. Cependant, ça ne veut pas dire que l'informel est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller dans une transition sans pourtant les inclure. Moi, d'ailleurs, dans mon livre, j'ai un projet qui parle là-dessus de comment formaliser l'économie sénégalaise. Il y a un chapitre entier là-dessus dont je donne des chiffres, une planification qui fait que dans les 5 prochaines années, on va inverser la tendance de façon progressive, non seulement par des incitatifs fiscaux. Il y a ce qu'on appelle les crédits d'impôt, il y a les déductions fiscales qu'on peut leur donner, et il y a aussi une période de latence, c'est-à-dire que 3 ans
que si la personne se formalise avec une facilité bureaucratique ou administrative, de sorte à ce que les personnes-là seront exemptées d'impôts, avec aussi à la clé des facilitations fiscales. Et je vous parle en tant qu'expert fiscal, dans la mesure où j'ai mon cabinet fiscal, j'ai travaillé 10 ans dans le fisc canadien, donc je connais de quoi ça parle, comment renverser la tendance. D'ailleurs, mon projet d'ailleurs allié aussi en même temps d'autres avantages dans la mesure où on parvenait à avoir une planification économique et financière qui fait que chaque Sénégalais puisse avoir un numéro d'identification unique pour lequel on va pouvoir ne serait-ce que retracer son activité économique et sa personne aussi, qui va avoir des impacts aussi bien sur la santé, l'aspect accès aux soins, aussi bien sur les protections sociales. Par exemple, prenez une femme qui a qui vient d'accoucher. Oui. La durée du congé de maternité au Sénégal est très limitée, moins de 3 mois ou 3 mois. Alors que dans les pays occidentaux, ça va jusqu'à 12 mois, voire plus. Oui. Pourtant, si on allait vers la formalisation, ceux qui travaillent dans le secteur aurait pu bénéficier de ce projet-là, parce qu'il y a un projet qui est déjà mis en place là-dessus. Donc c'est le projet dont je parle. Il y a aussi d'autres alternatives dont on parle qui vont aider si on formalise l'économie sénégalaise. On sait que le président de la République et son ancien Premier ministre sont des fiscalistes des produits de la haute administration sénégalaise et ils comptaient justement faire en sorte que ce soit une sorte de vache à lait. Est-ce que vous pensez que cette dynamique-là était la bonne ou est la bonne? Je ne dis pas que la dynamique est mauvaise. Je vois que beaucoup d'efforts ont été faits. Par contre, est-ce que ça a été fait dans la bonne direction? Moi, ma question est j'ai de la chance d'avoir servi dans une des plus performantes administrations du monde, l'administration canadienne. J'ai travaillé dessus 10 ans au service des impôts au BSF de Montréal, Bureau des services fiscaux de Montréal. Je travaille comme chef d'équipe. Donc ça, c'est une chance qui m'a permis de voir tous les gestions de gravir à partir du concours en bas jusqu'à un niveau plus élevé sur le plan hiérarchique. Ça m'a permis de voir quand même des méthodes qui sont complètement différentes. D'ailleurs, ça passe par l'accès au guichet unique et la digitalisation aussi. Tout ça, c'est des aspects sur lesquels on doit intégrer de façon progressive de sorte à ce que l'économie puisse être formalisée. On a le système Gaindé, par exemple. En même temps aussi, le système Gaindé, oui, à travers la douane aussi, mais en même temps aussi, l'autre chose qu'il faudrait tenir en considération sur cette transition-là, c'est qu'il faudrait que les populations soient incluses dans le processus avec aussi une facilitation bureaucratique. L'administration sénégalaise est un problème en soi dans la mesure où l'accès à l'administration est un défaut, est un défi présentement. C'est un fardeau administratif de chercher certaines documentations. Donc ça, c'est des choses. Prenez l'exemple de la fiscalité. Vous avez parlé du système Gaindé, j'ai pensé aux importations de automobiles. Moi, personnellement, j'ai importé plus d'autos au Sénégal, plus de véhicules au Sénégal. Immatriculer une voiture au Sénégal, ça relève du parcours de combattant. Dans les pays autres, ça se fait en même pas 5 minutes. Pourtant, ça ne veut pas dire que c'est compliqué, c'est juste qu'on se donne les moyens de le faire. Si on faisait un système très simple, avec une administration décentralisée et ce qu'on appelle la délégation de pouvoir, de sorte à ce que vous avez une voiture à immatriculer, vous avez les papiers qui confirment que la voiture vous revient, vous allez au service concerné, service des mines en l'occurrence, ou bien service des impôts, qui vous évalue le montant à payer en termes de taxes et impôts, et vous le payez, on vous donne votre quitus qui montre, ou votre reçu qui montre que vous avez payé, on vous donne votre immatriculation et vous partez. Mais Sénégal, combien de bureaux vous allez passer, combien de jours ça va prendre, combien de semaines ça va prendre? Ça, c'est des retards administratifs qui coûtent de l'argent aux contribuables sénégalais ainsi qu'à l'économie sénégalaise. Donc ça, c'est des choses tellement simples qu'on aurait pu faire, mais pour nous, c'est rendu compliqué. Très bien. La politique est président, une opposition fragmentée, pas très vigoureuse. Quelle est votre lecture? Moi, ma lecture, c'est qu'il faudrait que le président actuel, M. Bassirou Diomaye Faye, a limogé apparemment il y a une semaine ou quelques jours de cela le Premier ministre Ousmane Sonko. Devenu président de l'Assemblée nationale. Exactement. Donc il faudrait savoir que selon la Constitution sénégalaise, le Sénégal dispose de 3 pouvoirs qui sont indépendants aussi l'un de l'autre. Il y a l'exécutif, le parlementaire ainsi que le judiciaire. Cependant, si nous regardons la vraie configuration politique sénégalaise, ne répond pas forcément à nos textes constitutionnels. Ce qui relève d'une incohérence. Pourquoi? Parce que la plupart des pouvoirs sont concentrés par l'exécutif au Sénégal. Pourquoi? Parce que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires, alors que l'Assemblée n'a aucun emploi. Ce qui déjà, ça donne un. Par contre, dans la réalité, le pouvoir parlementaire aussi a des pouvoirs dans la mesure où non seulement il représente une majorité populaire, pourquoi? Parce que c'est les représentants du peuple. Deuxièmement, ils ont une prérogative qui les revient, qui est le contrôle de l'action du gouvernement. Personnellement, je pense que le Premier ministre, le président de la République, M. Diomaye Faye, en limosant Ousmane Sonko, se tire une balle dans le pied. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Un, le Premier ministre représentait une carapace.
qu'il protégeait. Si vous regardez, la plupart des détracteurs du pouvoir tiraient beaucoup plus sur le PM que le président de la République. Ça veut dire que le président de la République était beaucoup plus protégé en ce moment-là. C'est Ousmane Sonko qui porte le projet. Exactement. D'autres choses aussi, d'après les informations qui ont été transmises par le Premier ministre hier, on n'a pas quand même la version du président de la République, mais nous parvenons à lire entre les lignes. Ça veut dire qu'une bonne partie des incompréhensions qui ont été soulevées entre les deux ont été que, il y a une démarcation du projet du président de la République, bien vrai qu'on n'a pas sa version encore, alors que lui, il veut se limiter au projet qui a été présenté aux Sénégalais, qui a été voté. L'autre chose aussi, c'est que la majorité populaire du Premier ministre aurait pu servir de façon positive le président de la République. Ça ne veut pas dire que le Premier ministre est écarté de toute responsabilité, ça je ne pourrais pas le dire parce que je n'ai pas été au cœur des discussions pour savoir le pour et le contre, sachant que ce qui a été fait, le coup est déjà parti et il y a une opposition. Lui, il a la possibilité de bloquer le pouvoir dans la mesure où, en disposant de 130 députés sur 165, on peut voter des motions de censure aussi facilement qu'on le veut. Et le président aura seulement deux alternatives. Soit de gouverner par décret, ça va être très très difficile, ou bien d'y aller par dissoudre l'Assemblée nationale. Et s'il dissout l'Assemblée et que l'Assemblée revient encore magistralement à passer, ça va créer un blocage institutionnel au Sénégal. Et le Sénégal n'a pas besoin de ça. Demain, nous préparons les élections locales en 2027. 2028, ça va être la préparation pour 2029. 2029, on va faire les élections. Le Sénégal n'a pas de temps à perdre. On a besoin de tout, sauf des problèmes politiques. Et présentement, on constate que les problèmes politiques occupent le débat. Je pense que peu importe le niveau de gravité des désaccords ou des incompréhensions entre les deux personnes, ils auraient pu pouvoir s'asseoir en adulte, se parler et trouver une solution. Ils se sont assis plusieurs fois, mais ils se sont parlé aussi plusieurs fois, mais apparemment, ils n'ont pas pu trouver des plages de convergence assez solides. En tout cas, quoi qu'il en soit, présentement, si on se dit la vérité, M. Ousmane Sonko dispose de plus de pouvoir que du président de la République. Je m'explique. Le président de la République a la légitimité et le décret pour pouvoir gérer son pays. Par contre, le président de l'Assemblée nationale dispose de plusieurs pouvoirs qui lui confèrent le contrôle de l'action du gouvernement, mais en même temps aussi, il peut bloquer plusieurs choses en même temps. Donc, ce qu'il faudra savoir, c'est que dans ce cas de figure-là, un accord entre les deux aurait pu servir. Les deux, mais beaucoup plus à l'avantage du président. Mais Ousmane Sonko a clairement dit qu'il ne va pas bloquer l'État. Ça, c'est son engagement à lui personnellement. Mais ce serait difficile en politique de prédire qu'est-ce qui va venir demain. Ça serait difficile. Pourquoi? Parce que la tournure, il y a quelques semaines de cela, il avait dit qu'il n'allait pas démissionner. Il n'a pas démissionné, mais malheureusement, le président l'a mis à la porte. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les tournées politiques, ça peut évoluer facilement. Et les agences électorales, ce que je veux éviter au président de la République, c'est qu'il se fasse entourer de personnes aux coquilles vides. Des gens qui n'ont pas de base politique. Exactement. Des gens qui se disent président de mouvement, président de parti, sachant qu'ils ne sont pas aussi populaires que moi. Donc, moi, sachant qu'ils appellent demain, peut-être 10 personnes vont me suivre. Donc, si vous n'avez pas cette popularité-là, vous n'avez pas la légitimité politique pour gérer le pays. Le pays, quand même, pour le gérer, tout pays existe exactement pareil. Il y a autre chose que les Sénégalais ne fonctionnent. C'est que si on va dans la légalité ou dans la légitimité politique, la plupart des pays, si vous gagnez l'Assemblée nationale, vous contrôlez le gouvernement, vous devez avoir le Premier ministre. D'ailleurs, la cohabitation est passée dans plusieurs pays. Que ce soit en Belgique, en France avec Lionel Jospin au temps de Chirac. Qu'est-ce qui est passé? Chirac aussi avec François Mitterrand, c'était exactement pareil. Si vous contrôlez l'Assemblée, légitimement, vous pouvez vous réclamer le poste de Premier ministre. Ce qui fait que, présentement, si on allait dans la légalité, ou bien on allait un peu dans cette direction de popularité-là, de représentation du peuple, techniquement, le poste de PM revenait à Pastef. Je ne le dis pas parce que je suis un membre du président de Pastef, mais je suis juste un analyste qui essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et vous n'êtes d'aucun bord politique? Je ne pourrais pas dire cela. J'ai mes idées politiques que je me réservais de les dévoiler aujourd'hui parce que j'essaie d'être quand même beaucoup plus analogue aujourd'hui que d'avoir mes idées politiques à titre personnel. Cependant, j'essaie juste de dire les choses telles qu'elles sont. Et aussi, cette nouvelle... il y a en parenthèse que je voulais parler sur une question. Allez-y. J'ai constaté que le nouveau gouvernement a supprimé le poste du secrétaire d'État au Sénégal de l'extérieur. Savez-vous que présentement, les Sénégalais de l'extérieur, je parle en connaissance de cause pour avoir été plus de 23 ans hors du pays et avoir été dans plusieurs pays dans le monde, un des fléaux ou des problèmes auxquels nous faisons face présentement, c'est que l'administration
territoriale est mal représentée là-dessus. Mais surtout que, d'ailleurs, la question des passeports. surtout que Amadou Chérif Diop a quand même fait un travail assez remarquable et assez loué par les Sénégalais de l'extérieur. Exactement. Lui a été, il a été au Canada, il est de Québec, Québec City. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, figurez-vous que beaucoup de Sénégalais quittent le Canada pour venir jusqu'au Sénégal pour se faire un passeport. Pourquoi? Parce que si vous êtes à l'étranger, vous avez besoin d'un titre de séjour pour pouvoir y vivre de façon sécuritaire et sans aucun souci. Donc, si vous perdez votre titre de séjour ou bien votre permis de travail, vous n'avez pas droit à un travail, vous aurez de la misère à vous faire une place légale au sein de la société, vous ne pouvez même pas faire vos études. Et des milliers de Sénégalais, voire des millions de Sénégalais vivent à l'étranger avec une situation précaire à cause de cette situation-là. Donc si les Sénégalais de l'extérieur ou le ministère du Sénégal de l'extérieur faisait tant bien que mal sa position en réglant toutes les affaires consulaires. Pourquoi? Parce que les affaires étrangères s'occupent de la partie diplomatique. Les Sénégalais de l'extérieur s'occupaient plus des parties consulaires qui est le côté administratif. Les Sénégalais qui sont à l'étranger, comment ils vont faire pour avoir les pièces d'identité, un extrait de naissance pour un Sénégalais. Moi, j'ai des enfants qui vivent au Canada. Comment ils font pour avoir un extrait de naissance sénégalais? J'aurais pu les laisser les papiers sénégalais, mais je suis un Sénégalais digne fils du Sénégal. Je veux que mes enfants soient Sénégalais, qu'ils se reconnaissent en Sénégalais. Donc ça, si on enlève ça c'est un problème. Maintenant, la question des passeports, c'est une des doléances qui ont été dites depuis plusieurs décennies, plusieurs années, sans pour autant qu'une solution soit trouvée. Je vous garantis qu'à Montréal, où vivent des milliers et des milliers de Sénégalais, présentement, au moment où je vous parle, les Sénégalais font la galère parce qu'ils n'ont aucun moyen de renouveler le titre de séjour canadien ou le permis de travail ou le permis d'études canadien parce qu'ils n'ont pas de passeport. Certains qui ont le visa américain vont aux États-Unis pour se le faire à New York, d'autres font le déplacement pour venir jusqu'au Sénégal. Ce n'est pas sérieux. Nous sommes en 2026. Ah, c'est grave. Hein. Nous sommes en 2026. Une machine de passeport, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça ne devrait pas coûter les yeux de la terre. Pendant ce temps-là, quelles sont les dépenses inutiles qui se font au Sénégal? Donc, quand on parle de la politique, pour revenir à la politique, on nous a promis ciels et terres. Par contre, présentement, nous sommes face à plus de querelles politiques. Pour moi, on devrait avoir plus de maturité que cela. Je ne dis pas que le PM a tort ou a raison, ou que le président a tort ou a raison. Par contre, ce que je pense personnellement, c'est que les deux personnes les plus concernées devraient pouvoir s'asseoir autour d'une table et essayer de trouver une solution qui va être l'intérêt de tous les Sénégalais. Vous avez parlé de la crise de la dette. Il y a d'autres crises économiques au Sénégal présentement. Laquelle? L'agriculture n'est pas un problème. Si. Quels sont les pas qui ont été faits dans l'industrialisation de l'économie sénégalaise? La transformation, quels sont les pas qui ont été faits là-dessus? Le transport, quels sont les pas qui ont été faits? Le Sénégal a beaucoup d'entreprises sénégalaises, par exemple, qui sont dans la tourmente, des entreprises publiques. Les aéroports du Sénégal sont-elles bénéficiaires? La poste sénégalaise, est-ce qu'elle est bénéficiaire ou dans des situations difficiles? Quel est l'état des entreprises publiques sénégalaises? Est-ce qu'une étude ou des audits ont été faits pour pouvoir quantifier quelle est la marche qui a été faite entre 2024 et maintenant? Pour moi, ça, c'est des vraies questions. Le niveau de chômage des jeunes, quel est le niveau actuel? L'emprunt ou l'accès au crédit pour les investisseurs sénégalais, je ne parle pas des investisseurs étrangers, quelles sont les actions qui ont été faites là-dessus? Tout ça, c'est des vraies questions. La pêche sénégalaise, quel est l'état actuel? L'agriculture sénégalaise, quel est l'état actuel? L'industrialisation tant promise des villes comme Diourbel, d'où je viens, l'économie est presque morte. Quelles sont les actions qui ont été faites? Quand on regarde le Sénégal, on pense que tout est concentré à Dakar, alors que Dakar n'est qu'une portion du Sénégal. Tout à fait. Allez à Tambacounda. Des Sénégalais vivent dans quelles conditions? L'accès aux soins. L'accès aux soins. Je vous garantis que l'hôpital sénégalais, personnellement, je me promène souvent dans les hôpitaux pour voir les conditions dans lesquelles vivent les Sénégalais. Mais je vois des conditions qui sont extrêmement difficiles à l'hôpital de Diourbel. Ce n'est pas sérieux. Nous sommes dans un pays, nous sommes en 2026. Qu'est-ce que les actions qui ont été faites? Pour moi, ça, c'est les vraies questions auxquelles les Sénégalais devraient pouvoir se concentrer, notamment à travers l'action politique. Et c'est parce que c'est les politiques qui contrôlent le pays. Nous sommes dans un pays que personne ne peut faire aucune action sans pour autant que les politiques y mettent la main. Je peux être de bonne foi, avoir des idées, les mettre sur la table, mais si l'action politique ne m'accompagne pas, ces idées n'iront nulle part. Et je garantis qu'il y a des milliers de personnes comme moi qui ont des idées beaucoup plus performantes que les miennes, beaucoup plus intéressantes que les miennes, mais ces idées-là tardent à se concrétiser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'action politique ou le soutien politique nécessaire pour que ces actions puissent être concrétisées. En tout cas, ce gouvernement-là